Je vais commencer cette présentation d'abord par remercier également France Nature Environnement pour l'organisation et pour l'invitation à contribuer. Alors en dernier lieu, cette journée, c'est peut-être une tâche qui n'est pas forcément la plus facile, surtout quand on annonce le mot droit. On va penser que c'est peut-être un petit peu ardu. Mais on a vu aujourd'hui effectivement que le droit est un petit peu partout. Et donc cette présentation conclusive va surtout avoir vocation à faire un peu le point sur tous les mécanismes juridiques qui ont été abordés et qui sont utilisés par finalement chacun des intervenants qui vous ont fait ces présentations aujourd'hui. Il m'a été demandé effectivement de vous présenter comment le droit protège les forêts. Alors j'ai prévu cette présentation, je vais évidemment m'y tenir, mais en fait je vais peut-être commencer par ce à quoi j'avais pensé terminer, c'est-à-dire de constater que le droit c'est un petit peu tout le monde et c'est surtout les intervenants et vous. Et je vais rebondir sur la dernière intervention, notamment sur cette charte qui a été donc promue, que j'ai découvert aussi un petit peu avec vous par FNE au niveau local. Car le droit, donc je vais un petit peu vous l'expliquer, hein, le droit c'est une question de représentation, de règles juridiques qui sont applicables et sanctionnées. Mais la charte qui vous a été proposée tout à l'heure, ce qu'on appelle le droit mou, c'est-à-dire c'est un droit qui n'est pas du tout contraignant, qui n'est pas sanctionné par un juge, mais c'est un droit qui a été formalisé par le Conseil d'État dans un rapport de 2017, de mémoire. C'est quoi le droit mou ? C'est le droit des acteurs, c'est le droit qui est réalisé par les principales personnes concernées. Et ce droit mou, la charte qui a été présentée tout à l'heure, c'est une sorte de déclaration des droits de la forêt exploitée. C'est ça qui est très intéressant. Et ce droit mou est devenu du droit dur, puisqu'il a été joint à des appels d'offres, à des procédés d'appels d'offres, qui sont particulièrement contraignants. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'à côté des dispositifs dont je vais vous parler aussi un petit peu, qui sont validés, reconnus par le droit, le droit mou, selon les dires du Conseil d'État, c'est peut-être un des droits les plus efficaces parce que c'est intégré par les acteurs. Entre autres. Évidemment, il y a plein de mécanismes aussi plutôt contraignants que l'on va imposer d'une certaine façon, mais qui vont contribuer aussi à ça. Et donc, droit mou, droit dur, je dirais presque même combat, mais les deux sont sinon compatibles, du moins souhaitables, parce que l'efficacité du droit, c'est finalement sa réussite et tout son sens en la matière. Alors, qu'est-ce que le droit ? Le droit, c'est d'abord une affaire, comme je vous disais, de fiction et de représentation. Le droit, c'est simplement, à un instant T, une manière d'appréhender des règles de société. Et en matière environnementale ou forestière, c'est aussi la manière dont une société se donne des règles dans son rapport, alors ici avec la nature et la forêt. Et donc, c'est simplement, je dirais, un instrument au service de la société. On attend beaucoup du droit, on attend parfois du droit de résoudre tous les problèmes de la société, mais en fait, le droit n'est que l'instrument, finalement, d'une société. Alors, le droit va définir à sa façon la forêt, enfin, le droit d'une société donnée, donc le droit français, ici, va définir d'une certaine façon la forêt et ses fonctions, je vais y revenir. Je ne vais pas revenir sur la définition de la forêt, de la FAO, mais qui a aussi été consacrée d'une certaine façon par le Code forestier, qui est d'abord une définition technique de la forêt, en termes de superficie, de hauteur, de densité. Mais je voudrais peut-être d'abord insister sur une première chose. Alors peut-être deux choses, pour rebondir aussi sur une question qui a été posée tout à l'heure. La première, c'est que le droit français a choisi cette définition technique, alors qu'il existe différentes définitions qui peuvent être données à la forêt. Ça a été évoqué aussi dans les débats. Et par exemple, en Grèce, la définition de la forêt est complètement différente. La définition de la forêt va plutôt être un écosystème, c'est-à-dire va être appréhendée de manière beaucoup plus globale. Et d'ailleurs, ça entre un petit peu dans nos préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme un écosystème, donc une biodiversité aussi en tant que telle. Et on va voir en effet qu'en consacrant la multifonctionnalité des forêts, alors la multifonctionnalité, plusieurs services rendus, plusieurs fonctions,
ce sont des fonctions rendues à l'homme, c'est d'une certaine façon encore anthropocentré, mais c'est déjà une reconnaissance en soi que la forêt est variée. La forêt, ce n'est pas simplement, comme je le dis souvent à mes étudiants, des futures planches Ikea en devenir. La forêt, c'est aussi toute une diversité. Il y a beaucoup de mondes en forêt. Il n'y a pas que nous, il y a surtout beaucoup d'autres mondes. On les a vus aussi aujourd'hui, je n'y reviendrai pas. Et puis, peut-être aussi, pour répondre indirectement à une question qui a été posée tout à l'heure, comme je vous le disais, le droit, c'est une représentation de la société. On inscrit dans nos règles ce qui nous paraît le plus important. Tout à l'heure, quelqu'un s'est inquiété du fait de savoir que est reconnu d'intérêt général la gestion forestière dans une loi, donc effectivement, dans le domaine agricole et pas sur une loi forestière. Mais le Code forestier reconnaît, je suis allée retrouver un peu le Code forestier, article L112-1, reconnaît que sont reconnus d'intérêt général la protection des forêts, sa biodiversité, la protection des sols. Vous avez toute une liste montrant que la forêt est sous la sauvegarde de la nation, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Maintenant, il faudra mettre en balance les deux intérêts généraux entre gestion forestière et protection, mais ça fait partie de ce que représente aussi la forêt d'un point de vue justement de toutes ces fonctions qui vont être remplies. Et là, on retrouve finalement la difficulté du droit de prendre en compte toutes ces fonctions que l'on a abordées aujourd'hui. C'est un peu la mise en balance des intérêts. À partir de quand l'une va plutôt primer sur l'autre, et évidemment tout l'enjeu de tous les acteurs comme de la réglementation, ça va être de concilier tout cela. Dans certains cas, en privilégiant, sur certains points du droit, en privilégiant une fonction plutôt qu'une autre. J'y reviendrai peut-être, par exemple, dans le domaine de la propriété publique, la domanialité, qui sera plutôt une domanialité, qui est une domanialité privée et moins finalement publique, ce que l'on pourra aussi un petit peu questionner. Alors, la protection des forêts, en fait, c'est une question ancienne et c'est quasiment l'origine de la protection en matière environnementale, car le souci de la préservation d'un écosystème a d'abord été forestier, et non pas tellement pour des questions environnementales, mais plutôt esthétiques et paysagères, car la première réserve de protection est née à Fontainebleau, donc à la fin du XIXe siècle, et sous l'impulsion de l'école des peintres, l'école paysagiste, entre autres suivie quelques années plus tard par, là aussi, des écrivains comme George Sand ou Victor Hugo. Mais l'histoire de la protection forestière est d'abord une histoire de protection économique, puisque quand on remonte au Moyen-Âge, la protection est d'abord guidée pour préserver une ressource, et notamment une ressource donc en bois. Et de fait, on va retrouver, là aussi on y reviendra, plusieurs strates de protection qui vont se superposer. Alors, à juste titre, on pourrait se plaindre de ce millefeuille, de ces différentes couches qui complexifient aussi la protection. C'est vrai qu'en pratique, on arrive à avoir des mosaïques de protection un peu à l'image des forêts mosaïques. Mais quand on attribue de plus en plus de protection, cela est aussi le signe d'une valeur particulière que l'on donne à la forêt. On l'a vu tout à l'heure. La valeur, on veut essayer de la monétiser en termes de services, mais la valeur juridique aussi va contribuer à cette mise en balance, par exemple, de cette protection. Alors le droit, c'est une question de représentation, mais le droit forestier est aussi une question d'objectif. Du fait, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais du fait d'une histoire particulière de réserve de chasse, de gestion forestière, de préservation de la ressource, d'encadrement de la possibilité forestière et du développement aussi du rythme de la forêt, préservé et pris en compte par les forestiers. Alors le droit forestier est un droit tout à fait particulier. Ce n'est pas le seul qui s'applique en forêt. On a aussi évoqué le droit de l'environnement, il y a du droit civil, du droit rural, il y a tout. En fait, il y a quasiment toutes les branches du droit qui s'y appliquent. Mais le droit forestier, lui aussi, à son tour, va avoir plusieurs défis à relever.
puisque tantôt on va avoir des dispositifs de conservation forestière, conservation des peuplements forestiers, des dispositifs de protection, alors des protections de la forêt contre, eh bien, là aussi, des périls extérieurs, et donc des normes spécifiques en matière d'incendie, d'urbanisation, sécurité publique. Alors quand on parle de sécurité publique, c'est évidemment la protection des biens et des personnes, mais aussi la protection des forêts elles-mêmes. Et c'est là tout l'ensemble, toute la globalité que l'on va retrouver dans les dispositifs de protection. C'est-à-dire que la forêt, c'est un écosystème, là aussi au sens large, parce que c'est aussi un écosystème humain, économique, social, etc. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là, peut-être que j'insisterai un peu plus ici, c'est que le droit forestier est aussi un droit pénal forestier. Et même au niveau de la gestion forestière, on va retrouver des dispositifs de répression, y compris vis-à-vis des propriétaires qui se mettraient en infraction de la réglementation. Alors, pour essayer un petit peu de résumer, la liste ne sera pas exhaustive parce que, évidemment, il reste encore de nombreux aspects dans la protection des forêts. Il y a une protection tout d'abord, stricto sensu, au niveau du droit forestier. Alors j'appelle le droit forestier au sens large, qui provient du code forestier, mais pas simplement. En effet, des dispositions du code forestier vont s'imposer pour la gestion durable des forêts, publiques comme privées, avec effectivement ce qu'on appelle les coupes réglées, c'est-à-dire qui doivent être prévues dans les documents d'aménagement. On les a un petit peu évoqués aujourd'hui. Un droit mou que l'on retrouve d'une certaine façon, c'est tout le système des labels et certifications, puisque souvent les principaux de ces labels répondent à des cahiers des charges qui ne sont pas forcément le fait de la réglementation. Au départ, c'est une certification qui va être privée, mais qui va avoir un impact aussi très important. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, et bien dans certains cas, la réglementation reprend à son compte cette réglementation plutôt soft law, ce qui montre là aussi l'impact que cela peut avoir quand les acteurs s'approprient ce type de contrainte ou d'autocontrainte. Alors, la protection des forêts va aussi passer en fait par son dépérissement, des phénomènes de déforestation. Ça, c'est l'origine du droit forestier. Alors, en plus d'être un droit de réserve de chasse, parce que c'est ainsi qu'historiquement, le mot forêt, c'est un mot d'abord juridique qui a instauré ces réserves de chasse, régulation là aussi du gibier. Mais la lutte contre la déforestation, comme l'a souvent dit André Corvol, c'est la lutte contre la peur de manquer. C'est de préserver une ressource bois qui est fondamentale. On a beaucoup parlé de bois d'énergie. Il y a aussi le bois d'œuvre, le bois de construction, etc. Et donc, ces dispositifs, justement, principalement, passent par le contrôle des défrichements que l'on retrouve au niveau des documents de gestion. Et là, c'est le droit pénal forestier qui intervient de manière assez extraordinaire, puisque c'est presque une des rares fois en droit pénal que la personne qui commet l'infraction n'est pas un tiers. Le tiers ne va pas porter un dommage à quelque chose. Alors, ça peut être le cas en matière de défrichement, mais ça peut être le propriétaire, et ce sera le propriétaire. Donc ça va être le propriétaire qui va être en fait le principal sanctionné par le droit pénal, ce qui est très curieux car en droit, eh bien, les délinquants on retrouve très rarement dans les dispositifs juridiques eh bien, des propriétaires qui sont délinquants pour la mauvaise gestion de leur propre propriété. Et c'est là où on voit que la forêt n'est pas une propriété comme une autre. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas ici forcément sur la question du bien commun, le commun, mais les usages, la sensibilité de plus en plus de personnes sur le devenir d'une forêt préoccupe cela. Et le droit pénal, c'est un droit de protection, là aussi, de l'intérêt public, et son mécanisme montre bien ici ses particularités. Alors, même contrainte, finalement, même encadrement, même régulation de la protection des forêts, s'agissant de la lutte contre les incendies. Alors, la région, là aussi, Centre-Val de Loire, est particulièrement concernée par la cartographie que vous voyez donc en la matière. La protection des ongulés
fait partie aussi, les plans de chasse, les taux de prélèvement vont aussi être inclus dans les documents de gestion. Et puis, effectivement, la protection des forêts va aussi passer par des aspects de protection de la biodiversité. Alors, nécessairement par le droit de l'environnement, mais également, par exemple, même par le droit forestier en tant que tel, à travers la question de l'engrillagement. Puisque, là aussi je pourrais y revenir, mais la question de l'engrillagement, c'est une loi qui a été adoptée à partir du cas de la Sologne, certes, mais c'est une loi au départ qui va être animée par la protection de la biodiversité et la libre circulation des animaux sauvages. Et là, on voit ici les limites du droit de propriété par rapport à cet impératif de biodiversité. Tout à l'heure, je dirais que le droit de propriété peut être aussi un levier de protection de la biodiversité, d'un point de vue juridique aussi, par un autre usage de la propriété à des fins de biodiversité. Donc la question de la propriété est très centrale, évidemment, dans la protection ici des forêts. Alors, le droit forestier a aussi finalement sa propre réglementation presque environnementale, car on va retrouver en matière de protection une sorte de zonage. Ça, c'est aussi une question qui va être propre au droit de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va protéger en établissant des zones de protection. On peut aussi protéger par des listes, on a parlé de listes rouges. Alors, les zonages, comme la technique des listes, liste rouge, liste verte, liste noire, il y en a un certain nombre. Ce qu'il faut aussi surtout avoir à l'esprit, c'est que ces dispositifs sont définis pour appliquer des régimes juridiques spécifiques, c'est-à-dire des régimes de restriction, d'autorisation, voire de déclaration, qui vont être particuliers. Alors, un des régimes dits les plus forts, ce sont les forêts de protection, les réserves biologiques forestières, alors surtout, là aussi, dirigées, mais surtout intégrales. Un parc national des forêts, là aussi, alors ça c'est intéressant parce que c'est un dispositif plutôt environnemental, droit de l'environnement, mais avec une très forte matrice forestière, et notamment une discontinuité entre les trois massifs qui constituent ce parc national des forêts. On l'a évoqué, et ça aussi, ça fait partie des premières réglementations forestières de la fin du XIXe siècle, les forêts de montagne, la restauration des terrains de montagne, puisque là encore, on reconnaît la fonction particulière de ces forêts, d'intérêt général, dans la lutte contre l'érosion. Mais la lutte contre l'érosion, c'est beaucoup de choses. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter des avalanches, il s'agit aussi de protéger des biens et des personnes, en plus d'avoir une vocation donc environnementale. Quand on parle des forêts de montagne, je dois aussi parler des forêts dunaires sur les littoraux, là aussi côtiers. D'autres mécanismes existent. Alors, les espaces boisés classés, je les citerai tout à l'heure parce qu'ils sont à cheval entre le droit forestier, mais surtout le droit de l'urbanisme. Et puis, les chartes forestières de territoire qui sont davantage des éléments, des outils d'aménagement du territoire. Et là aussi, par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure concernant une charte, les chartes forestières de territoire sont des outils de concertation mettant ensemble les différents acteurs de territoire. Et cet outil aussi est très intéressant parce que c'est un outil qui a longtemps été utilisé pour de la gestion forestière concertée. Mais de plus en plus, ces chartes forestières de territoire sont conçues véritablement pour ce qu'elles sont dans le code forestier, c'est-à-dire des outils d'aménagement, mais au-delà de gestion économique, à des fins de protection, d'activités récréatives ou de protection aussi environnementale. Et puis, là encore, je voudrais souligner le label Forêt d'exception, qui est aussi un label donc, donné par l'ONF, qui implique des obligations particulières de gestion, voire d'absence de gestion, sur les forêts ainsi reconnues. Alors, pour terminer sur le droit forestier, le droit forestier
là aussi, subit les airs du temps et de sa société, et donc est encore caractérisé par un certain mode d'appréhension, pour ne pas dire de gestion de la forêt, à forte dominante économique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les juges, dans l'interprétation du droit forestier et de sa pratique, font valoir une prédominance de la domanialité privée plutôt que sur la domanialité publique. Et j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il est souvent avancé que la domanialité publique est plus protectrice des forêts qu'une domanialité privée. Même questionnement s'agissant des instruments financiers et fiscaux. Il existe un certain nombre de dispositifs de soutien aux propriétaires privés, également d'une certaine façon des collectivités publiques, mais sous forme de subventions. Et là aussi un point d'interrogation, puisque actuellement on se questionne sur cette évolution donc de ces instruments fiscaux et financiers, plutôt dirigés sur un soutien de la gestion économique durable, fortement orienté. Mais aujourd'hui, avec une remise en balance en quelque sorte de toutes les fonctions des forêts, notamment une remise en balance des fonctions sociales et environnementales, se pose la question de l'évolution de ces soutiens économiques et fiscaux pour des propriétaires qui choisiraient plutôt de gérer leur forêt ou d'utiliser leur forêt à des fins plutôt sociales ou environnementales, beaucoup moins rémunératrices, voire pas du tout, qu'une gestion économique. Et ça, c'est un des défis du droit et de l'économie, même de la société, c'est de créer ces nouveaux outils pour une autre prise en compte, justement, de ces forêts ou de ces utilisations. Alors, l'autre pan du droit qui vient protéger aussi les forêts, peut-être surtout, c'est le droit de l'environnement. Alors, là aussi, la multiplication des strates et des couches est vraiment importante. C'est peut-être là que l'on se rend compte que la forêt, ce n'est pas simplement qu'un alignement d'arbres, c'est que la forêt est un vrai écosystème qui va nécessiter peut-être pour chacune de ces parties des dispositifs de protection. Alors effectivement, la liste, alors vous l'avez ici dans la région Centre-Val de Loire, mais la liste ici avec les 3 petits points n'est absolument pas exhaustive. Puisque ici j'ai repris en quelque sorte certains dispositifs qui étaient donc présents dans cette carte donc, ici, ça montre bien que, alors c'est très critiqué parce que ça peut être très complexe à juste titre, puisque là aussi ce qui peut être problématique par ce type de dispositif, c'est qu'à chaque dispositif de protection, vous avez un acteur, les CEN, les parcs naturels nationaux, régionaux, l'ONF, les propriétaires privés, l'État, le préfet si, là aussi, il décide des zones de protection, par exemple les arrêtés de protection biotope, etc. Et ce petit monde risque d'agir aussi dans son coin de manière cloisonnée lorsqu'il n'y a pas de superposition, sauf lorsqu'elles sont prises en compte dans les documents de gestion forestière, ce qui n'est pas non plus une mince affaire en soi. Soit dit en passant, c'est aussi extrêmement intéressant de voir comment on réceptionne toutes ces stratifications dans les documents de gestion. Cela signifie qu'au final, cette prise en compte de la protection environnementale pour des biotopes, pour des espèces protégées, pour des zones protégées comme des parcs naturels, tous ces dispositifs de protection en fait, se retrouvent pris en compte au niveau le plus petit, mais ce n'est pas le moins important, c'est-à-dire au niveau des parcelles ou des gestions forestières. Et finalement, peut-être là aussi, de voir que la meilleure protection se fait à la plus petite échelle aussi, mais pas seulement. Alors il existe, comme je vous le disais, un certain nombre de dispositifs de toutes sortes. On dit très souvent qu'il y a plusieurs protections, des protections foncières, des protections réglementaires, des protections aussi avec des incitations financières et fiscales. Ici, on a vraiment toutes les sortes. Par exemple, Natura 2000, on peut avoir des chartes ou des contrats. Et la voie contractuelle est aussi un outil intéressant dans la protection et la participation des acteurs, par exemple, privés.
On a aussi des dispositifs, par exemple, des espaces naturels sensibles. Alors là, on va avoir un levier davantage foncier. Avec les ENS, j'aurais pu aussi évoquer des droits de préemption, c'est-à-dire des droits qui permettent à certaines personnes, surtout des personnes publiques, eh bien, d'être prioritaires dans l'achat de terrain. Alors, idéalement, ici, pour notre sujet, eh bien, pour, là aussi, en faire des zones de protection, par exemple. Mais les ENS, typiquement, c'est ça. Et là aussi, les conservatoires des espaces naturels sont aussi dans cette dynamique-là. Et on va retrouver, d'un point de vue juridique, tous ces instruments, puisque les CEN, entre autres, peuvent passer des contrats, comme des ORE, pour la gestion, justement, de ces espaces. Et là aussi, vous avez une belle cartographie, par exemple, des ENS, alors là aussi dans le Loiret, entre autres. Alors, on passe enfin, je dirais, dernier volet de la protection en matière juridique, aussi par le droit de l'urbanisme. Parce que les forêts, elles ne sont pas cantonnées au milieu forestier. Et là encore, c'est aussi une affaire d'aménagement du territoire, mais à toutes les échelles. Et en effet, on retrouve les forêts dans les espaces boisés classés, dans les trames vertes, par exemple, là aussi. Et de la part des collectivités territoriales, il y a une prise en compte de plus en plus prégnante, justement, de ces espaces boisés, qui peuvent être aussi en devenir, parce qu'un espace boisé classé, là, on a aussi une définition assez intéressante de la forêt, c'est que les espaces boisés classés ne vont pas se baser sur la définition en matière forestière de la forêt, c'est qu'on peut faire un espace boisé classé en devenir, donc classer un espace pour faire de la forêt. Et ce que l'on appelle aussi des forêts, par exemple, urbaines, et là encore, on le voit. Et enfin, les forêts, d'un point de vue du droit de l'urbanisme, ça aussi c'est intéressant, relève aussi du paysage. Et donc, on retrouve finalement, je finis peut-être la boucle, sur des considérations esthétiques, culturelles, presque, dans cette protection du paysage. Et on pourrait y revenir si ça vous intéresse, car là aussi, la jurisprudence évolue. Au-delà de considérations environnementales, des considérations même littéraires ont pu être avancées pour le refus de l'installation d'éoliennes pour la protection de certains paysages. Alors enfin, deux derniers aspects, s'agissant de la protection donc, des forêts. Le rôle majeur joué par les propriétaires privés, surtout évidemment lorsque l'on est dans des régions où les forêts sont d'abord des forêts privées. Alors, en effet, il y a le mécanisme des obligations réelles environnementales, on en a parlé ce matin, il y a la question de la gestion encadrée des forêts dans les transmissions de propriétés, que ce soit par vente ou par succession. Et puis, autre aspect, enfin, le droit pénal, parce que le droit tel qu'il se définit, qui n'est pas mou, mais le droit qui est vraiment se définit par de la sanction, passe aussi par ce droit pénal forestier. Je l'ai un petit peu évoqué à propos du défrichement, dont les sanctions sont tout à fait particulières. Alors l'on constate en matière environnementale, là aussi, une recrudescence particulière, notamment des infractions. Alors en matière, par exemple, forestière, mais aussi dans la législation, par exemple, sur l'exploitation forestière, mais aussi sur le vol de bois. Et ça, c'est de la documentation, notamment du ministère de l'Intérieur, et non pas du ministère de l'Agriculture ou de l'Environnement. Et en effet, l'on constate, entre autres, je n'ai pas l'explication de tous les vols de bois sur les différentes zones qui sont ici, mais qu'en zone frontalière, en particulier, les vols sont particulièrement prégnants, puisque, frontières aidant, les malfaiteurs peuvent, là aussi, écouler parfois leur stock plus facilement. Alors, pour conclure, là aussi, plusieurs choses. Le droit est aussi confronté à sa propre transition presque climatique, puisque le droit est surtout un outil statique qui est d'abord destiné à sécuriser les rapports juridiques. Donc on ne
bouge pas facilement le droit, mais il se réforme de toute façon davantage. Et la forêt, elle, évidemment, a son rythme particulier, qui nécessite, là aussi, une prise en compte, alors là encore, nouvelle et spécifique, puisqu'elle a déjà son propre rythme de renouvellement, qui est perturbé, on l'a vu, là aussi, par plusieurs changements. Alors, changement climatique, mais aussi un impact humain. On pourrait parler là aussi des différents usages des forêts qu'il faudrait peut-être reconsidérer à la lumière de ces transformations. Et le défi du droit, en tout cas des juristes, c'est de se projeter aussi avec les gestionnaires forestiers sur la gestion du temps moyen, du temps long et du temps très court. Comment créer des dispositifs aussi juridiques qui permettent de s'adapter sur le temps moyen. La planification forestière qui se fait de 10 à 20 ans, lorsqu'elle va être retenue et définie, très souvent, elle est déjà dépassée en raison du changement climatique. Et comment les règles de droit pourraient accompagner aussi ces changements à différentes périodes, puisque, comme l'a dit ce midi un convive avec lequel je partageais le repas, quand on plante un arbre d'aujourd'hui, c'est surtout pour le voir croître, non pas par nous, mais par les 3e ou 4e générations qui nous suivront. Je vous remercie pour votre attention. On passe à une dernière séance de questions, avant de clôturer cette journée. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, alors c'était moi une question. Johnny Cartier de Réal, Centre Val-de-Loire. Je vois que vous avez beaucoup utilisé nos supports, je vous en remercie. Et je voulais justement revenir sur l'un des supports, plutôt pour faire un commentaire sur parce que vous avez parlé beaucoup des niveaux de protection. Et effectivement, en distinguant ceux qui étaient plus ou moins des protections plutôt fortes et des protections plutôt relativement faibles. Et il ne faudrait pas se tromper sur cette carte. Effectivement, elle pourrait donner l'impression qu'il y a une grosse partie des forêts de la région qui sont bien protégées. C'est beaucoup de protections plutôt light. Il y a très peu de protections fortes là-dessus. Alors après, c'est pas parce qu'il n'y a pas un dispositif ad hoc de protection tel que ceux qui sont évoqués qui est mis en place que pour autant il n'y a pas une gestion qui va tout à fait dans le sens de la protection notamment de la biodiversité, puisque c'était le sujet du jour, notamment avec certains propriétaires très très engagés. Mais voilà, il ne faudrait juste pas avoir une mauvaise appréciation de cette carte. Globalement, sur la région centre, on a moins d'1% de la superficie de la région qui est sous statut de protection forte. On est la dernière des régions quasiment en la matière. On a des voies de progrès qui sont énormes. Et dans les voies de progrès... Complément, parce que là aussi, étant limité par le temps, je suis peut-être passée évidemment sur ce point. En fait, effectivement, il y a des dispositifs de protection fortes, faibles, mais j'aurais presque tendance à dire qu'aucun dispositif de protection n'est satisfaisant, voire fort. Parce que même les forêts de protection, depuis un décret du 29 décembre 2023, peuvent se voir entrer des exploitations minières ou pétrolières qui existaient déjà un petit peu avant, mais même en forêt de protection. Donc, imaginez pour le reste des forêts ou des systèmes de protection, ils sont tous insatisfaisants parce qu'on en revient à ce fameux intérêt général. Il se trouverait qu'un autre intérêt supérieur en matière énergétique soit trouvé ou était déjà trouvé pour écraser ces dispositifs de protection. Et vous avez d'énormes trouées dans les dispositifs juridiques que l'on retrouve aussi sur le terrain, là aussi pour d'autres intérêts protégés. Par exemple, même dans les forêts de protection, vous allez avoir, par exemple, on a vu la photo tout à l'heure, des lignes électriques qui passent dans les forêts parce qu'il y a aussi un impératif d'approvisionnement énergétique qui va primer. Mais cela crée aussi des perturbations et ainsi de suite. Et aussi, en effet, on parlait aussi tout à l'heure d'indépendance des législations. Il y a donc c'est problématique également, même s'il y a un effort d'harmonisation des législations ou des codes, parce que, par exemple, la violation d'un arrêté de protection de biotope ne va pas compromettre la délivrance d'un permis de construire, par exemple, pour le propriétaire.
Donc évidemment, il y a beaucoup de trous dans la raquette, ça c'est sûr, mais effectivement, il fallait souligner cela. Peut-être qu'un des meilleurs dispositifs de protection, c'est encore une fois, entre autres, le foncier. Puisque là, il y a une forte dimension patrimoniale qui va intervenir, et effectivement, notamment à travers soit des techniques d'acquisition foncière, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos des CEN, voire de certaines collectivités territoriales, mais aussi des propriétaires privés qui sont dans d'autres démarches, effectivement, vous l'avez dit, de protection aussi des forêts. Merci. Je voulais vous demander ce que vous pensez du préjudice écologique quand il est demandé par rapport à de la destruction de forêt, ou dans quelle partie de droit vous le mettez? Le préjudice écologique, c'est le droit pénal ou le droit civil. Enfin, en tout cas, on est ici sur du contentieux forestier ou environnemental, hein, parce que là aussi, c'est plus une disposition, plutôt du droit de l'environnement, la réparation du préjudice écologique. On est en tout bout de chaîne, c'est-à-dire quand il y a un préjudice qui est commis, qui doit être réparé, ça veut dire qu'un dommage a été réalisé, et donc je dirais le mal est fait. Par contre, ce qui est très intéressant, donc on n'a pas su anticiper, et là aussi, d'un point de vue juridique, il existe tout un dispositif adapté, alors là aussi fondé sur la prévention, la précaution qui irriguent un certain nombre de procédures. Mais donc ça veut dire que tout ça n'a pas été appliqué. Et donc c'est ici que le bât blesse. Ça veut dire que les contrôles n'ont pas été satisfaisants. Et pour que le droit s'applique, il faut des contrôles, il faut des moyens. Il n'y a pas de secret. Et donc il faut mettre les moyens et la reconnaissance de l'utilisation de ces contrôles pour cela. La reconnaissance du préjudice écologique, c'est un pis-aller. Ça veut dire qu'on répare, mais c'est trop tard. Et on ne peut pas réparer en tout cas, hein, c'est comme quand on blesse quelqu'un, on lui coupe un bras, le bras, il ne va pas repousser. Ici, on va peut-être replanter des arbres, on parle de compensation, mais on l'a démontré aussi, un arbre centenaire ne va pas être remplacé par 3 pousses qui n'ont peut-être pas la chance d'être pérennes. Mais là aussi, la reconnaissance du préjudice écologique, c'est reconnaître en fait un dommage qui a été causé non pas tant à une personne qui va défendre ce milieu naturel, comme une association par exemple, hein, ça peut l'être aussi, mais ça veut dire que l'on reconnaît aussi le dommage qui est causé à un milieu. Et le reconnaître d'un point de vue juridique, c'est une certaine reconnaissance aussi indirecte de ce milieu, d'un point de vue juridique. On ne va pas parler de personnes juridiques, mais cette prise en compte est très intéressante. Et ça a été le cas. Alors à propos d'une forêt mais sous-marine, c'est l'herbier de Posidonie par le tribunal maritime de Marseille à la fin de l'année dernière, qui a reconnu ce préjudice écologique à cet herbier en particulier. Et donc encore une fois, reconnaître un préjudice, c'est arrivé trop tard, mais ça pourra être aussi dissuasif pour plus tard quand les sanctions sont aussi très fortes. Oui, au niveau du droit, il y avait quelque chose qui heurtait assez souvent les propriétaires forestiers, c'est-à-dire qu'ils avaient la responsabilité, quand quelqu'un s'introduisait dans leur forêt, c'est qu'ils étaient responsables s'il y avait un accident d'une branche qui tombait d'un arbre ou un arbre qui tombait sur une personne, hein. Donc... Bon, apparemment, il y a peut-être un petit aménagement avec justement l'interdiction des clôtures à 2 mètres, hein, parce que maintenant, on reconnaît un peu l'infraction d'une personne qui rentre dans une propriété privée, mais ça choquait quand même beaucoup les propriétaires forestiers. Et puis, une autre appréhension, c'est justement entre le droit de l'environnement et la protection contre les incendies de forêt. On veut nous présenter des obligations qui sont un peu contradictoires, hein, entre protéger la faune, notamment en évitant les fauchages pendant la période de reproduction, et puis le débroussaillement en bordure des habitations. Là, il y a aussi besoin de clarifier un petit peu la réglementation. C'est peut-être pas encore le droit, mais
Donc on peut avoir des inquiétudes quoi, au niveau qu'on est propriétaire forestier. S'agissant de l'obligation légale de débroussaillement, l'OLD, là aussi, déjà, elle doit se faire et être prévue dans les documents de gestion. Et elle doit être réalisée, là aussi, dans les préconisations du droit de l'environnement, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, hors période de reproduction, ou en tout cas là où l'espèce, si elle est atteinte, serait là aussi menacée d'atteinte. Donc il y a la conciliation entre les deux, c'est-à-dire que le débroussaillement peut très bien se réaliser hors ces périodes. C'est vrai que c'est une contrainte dans la gestion sur le terrain, mais là aussi c'est à prendre en considération. Alors, s'agissant de la question, votre première question, est-ce que vous pourriez... Ah oui, les accidents, parce que... Alors, la responsabilité des propriétaires forestiers ne peut être engagée, là aussi, sous plusieurs conditions. Notamment si on va démontrer qu'il y a eu un aménagement anormal qui n'est pas du tout aussi conforme à la sécurité donc, des personnes. Donc ça, c'est un premier élément. Et en plus, il peut y avoir aussi une prise en compte, là encore, peut-être du fait qu'une personne s'est introduite dans la propriété privée alors que, par exemple, il y avait une signalisation d'un danger en raison des intempéries ou en raison de travaux forestiers et que les personnes se sont aussi, malgré tout, là aussi introduites. Alors vous évoquez, c'est quelque chose un petit peu de différent, vous évoquez la question des suites de la loi sur l'engrillagement, me semble-t-il, à propos des nouvelles dispositions qui rendent possible l'interdiction d'entrer sur les propriétés privées suite à cette loi, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, la possibilité pour les propriétaires privés d'interdire l'accès à leur propriété en le signalisant, et ça peut être passible effectivement d'amende si des personnes rentrent sur ces propriétés malgré cette interdiction. Ceci étant dit, c'est un rappel du droit de propriété. Alors, il y avait une tolérance jusqu'à présent de la pénétration finalement sur le territoire, sur la propriété en absence de signalisation, on pourrait dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, déjà je réponds à votre question, et dans quelle mesure ça peut être une préoccupation, puisque vous avez évoqué ceci. Je vous pose la question si... Si on a une protection, là, justement, ça permet de faire évoluer un petit peu la réglementation, quoi. Hein. Donc, oui, dans un sens, ça répond à la question initiale qu'on avait, quoi. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là. Merci beaucoup, Katia.